Bonjour à tous, déjà la dernière séance et il me tarde de vous accueillir jeudi prochain. Aujourd'hui, petit exercice sur le calcul intégral, celui-ci ne devrait pas trop être difficile à condition de savoir manipuler le symbole intégral. Dans cet exercice, on nous demande d'étudier le comportement d'une suite, à l'instar de l'exercice d'hier où la suite était définie par un terme général sous la forme d'une somme discrète. Cette fois-ci, la suite est définie à partir d'un symbole intégral, c'est-à-dire le symbole d'une somme continue. Ici, on donne donc, pour tout n appartenant à grand N, le énième terme de cette suite à valeur réelle, défini par l'intégrale de 0 à pi de sinus t exponentielle d'exposant moins racine de t plus npi dt. Dans cette première question, on nous demande d'étudier la monotonie de la suite. C'est vrai qu'a priori, cette suite, ne sachant pas calculer l'intégrale, non, je n'y arriverai pas. Ne sachant pas calculer l'intégrale, il va être difficile de l'étudier explicitement. On va donc essayer dans un premier temps d'aller chercher sa monotonie pour éventuellement faire appel au théorème de convergence monotone pour m'assurer de la convergence ou non de cette suite à valeur réelle. En ce qui concerne l'étude de la monotonie, si je considère n fixé, je vais pouvoir étudier le signe de la différence, un plus 1 moins un. Eh bien, on a naturellement un plus 1 moins un qui est donné par la différence de cette expression au rang n plus 1 moins cette expression intégrale au rang n. Seulement, n'oubliez pas, dans les différentes propriétés de l'opérateur intégral, on a la linéarité. Ça veut dire quoi? Que l'intégrale de cette expression au rang n plus 1 moins l'intégrale de cette expression au rang n va me donner par linéarité l'intégrale de la différence. Autrement dit, on va récupérer l'intégrale de 0 à pi de cette expression au rang n plus 1, sinus t exponentielle moins racine de t plus n plus 1 pi, moins sinus t, l'expression au rang n, exponentielle d'exposant moins racine de t plus n pi dt. Autrement dit, la différence intégrale donne l'intégrale de la différence. Et si je cherche à obtenir le signe, il va falloir travailler sur l'expression à l'intérieur de l'intégrale. Eh bien, on peut rapidement mettre le sinus t en facteur. Et donc, par différence, un plus 1 moins un n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à pi de sinus t, facteur de exponentielle moins racine de t plus n plus 1 pi, moins plus loin, exponentielle moins racine de t plus n pi, dt. Seulement pour obtenir le signe de cette différence, il va falloir s'intéresser donc à cette différence d'expression, c'est-à-dire au produit de sinus t fois cette parenthèse. Or, n'oubliez pas, lorsqu'on travaille sur l'opérateur intégral, eh bien la variable d'intégration t se balade entre les bornes 0 et pi. Seulement si on connaît ces fonctions usuelles, sinus t sur 0 pi est de signe constant positif ou nul. Oui, mais reste à étudier le signe de cette différence. Alors évidemment, je pourrais introduire une nouvelle fonction auxiliaire et tenter d'étudier la fonction d'une variable t ici pour aller chercher le signe de la différence. Oui, mais c'est plus simple. Je constate ici qu'on a à chaque fois l'exponentielle moins racine évaluée d'une part en t plus n plus 1 pi et d'autre part en t plus n pi. Or, rappel sur les fonctions usuelles, eh bien, la fonction exponentielle, elle, est croissante, mais si je prends un exposant négatif, cette fonction va être décroissante. Autrement dit, la fonction qui a x associe exponentielle moins racine de x, celle-ci, va être décroissante sur R+. Oui, mais tout ça pourquoi? Eh bien, si j'évalue ici en un x plus grand, c'est-à-dire si je prends x1 et x2 avec x1 plus petit que x2, eh bien par décroissance, quand on va comparer les images, on va changer le sens de l'inégalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant donné que t plus n plus 1 pi est plus grand que t plus n pi, lorsqu'on va composer par l'exponentielle moins racine de x, cette fonction associée, eh bien on va avoir cette expression qui va être plus petite que celle-ci. D'accord? C'est-à-dire, or, cette fonction étant décroissante, eh bien on a par décroissance l'exponentielle de moins racine de x évalué en t plus n plus 1 pi, qui va être plus petit qu'exponentielle moins racine de t plus n pi. Je sais que l'argument à l'intérieur ici est plus grand ici qu'ici, mais en composant par la fonction exponentielle moins racine de x, ici on va retourner le sens de l'inégalité, et donc cette image est plus petite que celle-ci.
Eh bien, si cette image est plus petite que celle-ci, par différence alors, cette expression va être négative. Autrement dit, quand j'étudie la différence un plus 1 moins un, je suis ramené à une intégrale avec une expression à l'intérieur qui est de signe positif fois négatif, c'est-à-dire par la règle des signes qui est négative. Autrement dit, un plus 1 moins un désigne l'intégrale d'une expression négative. Eh bien, par croissance de l'intégrale, on va conserver alors le signe de l'expression. C'est-à-dire que par croissance de l'intégrale, on peut en déduire que un plus 1 moins un est négatif ou nul. Tout ceci est négatif. Dire qu'on a croissance de l'intégrale, c'est dire qu'on va maintenir le signe, à savoir que l'intégrale d'une expression négative va être encore négative. Finalement, si un plus 1 moins un est négative, ainsi on peut conclure, bêtement, que un est décroissante. On fait alors face à une suite décroissante. Seulement quand on me demande d'en déduire ici qu'elle est convergente, eh bien encore faut-il être capable de la minorer. Oui, le théorème de convergence monotone nous explique qu'une suite décroissante, soit elle est minorée et celle-ci va être convergente, soit elle n'est pas minorée, celle-ci va être divergente vers moins l'infini. Donc si je dois prouver que celle-ci est convergente, reste à être capable de minorer un pour tout n. Donc si je regarde encore une fois la définition de un, eh bien un est défini comme l'intégrale sur 0π de l'expression sinus p exponentielle moins racine de t plus nπ dt. Seulement pour minorer un, eh bien on pourrait commencer par travailler ici sur l'expression à l'intérieur et tenter de minorer l'expression dans l'intégrale. Pourquoi? Si je minore l'expression dans l'intégrale, eh bien par croissance de l'intégrale encore une fois, on va pouvoir avoir l'intégrale de l'expression qui va être plus grande que l'intégrale du minorant obtenu. Oui, mais c'est beaucoup plus facile que ça, puisque lorsqu'on a étudié le signe tout à l'heure de la différence, j'ai mis en avant le fait que sinus t était toujours positif. Oui, mais quid de l'exponentiel? Si vous connaissez vos fonctions usuelles, vous savez que l'exponentiel, lui, cette expression est toujours strictement positive. Autrement dit, par la règle des signes, ici c'est positif, donc on a encore un qui est vu comme l'intégrale d'une expression positive. Et par croissance de l'intégrale, encore une fois, si j'intègre quelque chose de positif, eh bien globalement, un va être encore positif. Et donc, par croissance de l'intégrale, on peut en déduire que pour tout n appartenant à grand N, un est positif ou nul. Autrement dit, cette suite à valeur réelle étant décroissante et minorée, nous sommes dans les conditions d'application du théorème de convergence monotone et on peut en déduire que un est convergente. Ainsi, d'après le théorème de convergence monotone, donc finalement, d'après le théorème de convergence monotone, le théorème de convergence monotone, on en déduit que un converge. Je peux même noter petit l sa limite, vers une limite petit l, qu'on arrivera à qualifier, nous, en prépa, on lui donnera un nom, comme la borne inférieure de la suite un associée. Mais à ce stade, vous savez qu'elle va être convergente, mais n'oubliez pas qu'on peut passer la limite dans les inégalités. Ça veut dire que si un est minoré par 0, par passage à la limite de un va rester minorée par 0. Autrement dit, on peut invoquer le théorème de convergence monotone pour garantir que un converge vers une limite petit l qui va rester positive ou nulle. Faites attention, une erreur courante est de dire que un converge vers cette borne qui minore la suite. Ce n'est pas vrai, elle va être convergente vers une limite petit l qui va être ici supérieure ou égale à 0. Seulement, j'ai beau vous dire de faire attention, dans une deuxième question, on nous demande alors de prouver que L est égal à 0. Si on veut prouver que L est égal à 0, eh bien, la façon la plus facile serait peut-être de calculer un directement en fonction de n, puisqu'un simple passage à la limite en faisant tendre n vers plus l'infini pourrait nous donner la valeur de un.
Oui, mais je vous l'ai dit, au départ, un est une intégrale compliquée à maîtriser, je ne reconnais pas de primitive simple pour calculer cette intégrale, donc je ne crois pas pouvoir obtenir facilement le terme général de la suite un. Autrement dit, si je cherche la limite, c'est qu'il va falloir être un peu plus subtil. Oui, je vous vois venir, ça fait plusieurs jours qu'on travaille sur le théorème d'encadrement. Eh bien, une façon de faire, ce serait peut-être d'encadrer un et d'invoquer le théorème d'encadrement. Une autre façon de faire, peut-être plus rapide encore, serait de passer à la limite directement dans la définition de un. Si on regarde cette deuxième question, eh bien, on a pour tout n appartenant à n, un qui est l'intégrale de 0 à pi de sinus t exponentielle moins racine de t plus n pi dt. Alors évidemment, je serais tenté de faire tendre n vers plus l'infini en passant la limite sous le signe intégral. Si je n'ai pas l'expression de un en fonction de n, qu'est-ce qui m'empêche de calculer cette limite-là quand n tend vers plus l'infini? Sinus t est une constante quand n tend vers plus l'infini. Donc j'ai qu'à regarder ce comportement de l'exponentielle au voisinage de l'infini. Puisque l'exposant est négatif, racine de t plus n pi à t fixé quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc exponentielle moins racine de t plus n pi, ça va donner de l'exponentielle en moins l'infini, donc 0. Autrement dit, en passant la limite sous le signe intégral, j'ai une constante sinus t fois un truc qui tend vers 0. J'ai envie de dire que un tend vers l'intégrale de 0. Et l'intégrale de 0, ça vaut quoi? Ça vaut 0. C'est terminé. Un converge et a pour limite 0. Seulement, lorsqu'on passe à la limite sous le signe intégral, eh bien, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Il existe des contre-exemples où la limite de l'intégrale n'est pas l'intégrale de la limite. Vous pourrez en deuxième année de prépa aller chercher des théorèmes de Lebesgue qui vont vous permettre, par exemple le théorème de convergence dominée, de passer la limite sous l'opérateur intégral en vérifiant certaines hypothèses, notamment des dominations. Eh bien ici, si je ne peux pas aller chercher des théorèmes plus costauds qui me permettraient de passer la limite sous le signe intégral, eh bien il va falloir que je fasse autrement. J'ai évoqué le théorème d'encadrement, et bien rappelez-vous, je vous avais parlé du lemme de majoration qui me permettait assez efficacement de montrer qu'une suite tendait vers 0. Autrement dit, plutôt que d'encadrer complètement, on va travailler ici en valeur absolue. Eh bien, fixons encore une fois n appartenant à grand N. Eh bien, la valeur absolue de un est donnée par la valeur absolue de cette intégrale. Seulement, si j'ai exploité jusqu'ici les différentes propriétés de l'intégrale, vous avez vu en terminale que la valeur absolue de l'intégrale était toujours majorée par l'intégrale de la valeur absolue. Ce qui veut dire que un en valeur absolue peut être majoré par l'intégrale de 0 à pi de sinus t en valeur absolue exponentielle moins racine de t plus n pi dt. Seulement, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Autrement dit, ça peut se réécrire comme valeur absolue de sinus t fois valeur absolue d'exponentielle moins racine de t plus n pi. Ce qui veut donc dire que je peux majorer tout ça par quoi? Eh bien, le sinus en valeur absolue étant plus petit que 1, c'est plus petit que 1 fois l'exponentielle. Donc, il me reste la valeur absolue de l'exponentielle. L'exponentielle étant de signe constant positif, on peut majorer tout ça par exponentielle moins racine de t plus n pi dt. Oui, mais même si j'ai déplacé mon problème, j'ai majoré un en valeur absolue encore par une intégrale que je ne peux pas maîtriser au voisinage de l'infini. Puisque ça va me contraindre à passer à la limite sous le signe intégral, je n'ai pas le droit. Encore faut-il calculer cette intégrale-ci? Je ne sais pas le faire. Eh bien, on va poursuivre la majoration. Et n'oubliez pas, j'avais expliqué que l'exponentielle d'exposant négative était décroissante. Donc si je cherche à majorer in fine, eh bien il suffit par exemple de dire que comme je travaille avec t compris entre 0 et pi, eh bien pour majorer cette dernière expression, il suffit d'évaluer en la première borne de l'intervalle, c'est-à-dire en 0. C'est-à-dire qu'en majorant un en valeur absolue, je suis ramené à l'intégrale d'exponentielle moins racine de t plus n pi, que je peux encore majorer par la valeur en 0 de cette expression, à savoir l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins racine de n pi dt. Oui, mais pourquoi ça devient intéressant? Eh bien là, j'obtiens l'intégrale d'une constante. Oui, cette expression ne dépend plus de t, et donc je vais pouvoir obtenir un calcul simple, puisque lorsque vous intégrez entre a et b une constante lambda, ça va vous donner lambda, facteur de b moins a, la différence des bornes ici. Autrement dit, j'obtiens la valeur de la constante exponentielle moins racine de n pi fois la différence des bornes, à savoir pi.
Autrement dit, UN en valeur absolue a été majoré par exponentielle moins racine de npi fois pi. Cette expression n'est plus sous forme intégrale, eh bien il suffit de faire tendre n vers plus l'infini, de sorte que tout ceci va bien tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Eh bien d'après le lemme de majoration que j'ai énoncé hier, si en valeur absolue UN est plus petit que quelque chose qui tend vers 0, ça veut dire qu'au voisinage de l'infini, UN va être négligeable et va tendre vers 0 à son tour. D'après le lemme de majoration, j'en déduis que UN converge et sa limite, petit l, n'est rien d'autre que 0 quand n tend vers plus l'infini. Ceci achève ce premier exercice d'une séance de révision sur le calcul intégral. Alors évidemment, si celui-ci n'était pas très difficile, vous avez vu qu'il était important de maîtriser toutes les propriétés de la notion intégrale. Autrement dit, sur les exercices 2 et 3, essayez de retrouver toutes ces propriétés, mais vous retrouverez également le corrigé en pièces jointes afin de vous aider à réviser. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour les prochains jours, ne soyez pas trop stressés. On vous retrouvera avec Madame Baudette et avec le sourire jeudi prochain pour vous accueillir et commencer enfin cette année de classe préparatoire. À très bientôt.